Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO, comme tous les vendredis, Marie Cœur de Roy est parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Bonjour à tous. Nous sommes entourés ce matin d'Audrey Zermati. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie DEFI. Vous allez porter votre regard sur l'immobilier et la transition énergétique. Ça va être l'objet de notre séquence. Et nous sommes également avec Olivier Marin. Bonjour cher Olivier. Bonjour. De l'équipe du Figaro. Le Figaro, propriété, rédacteur en chef. Pas mal de questions à répondre. On va commencer par un petit point conjoncture, comme on dit. Comme adore Olivier, à chaque fois qu'il vient, il a envie de nous faire un petit point conjoncture. Il y a des choses à dire, parce que ça y est, on est début avril, le premier trimestre est passé, donc on a plein de choses à raconter. Du côté des prix, du volume de vente, des volumes de vente, des crédits immobiliers, conditions d'emprunt, tout ça quoi. Oui, on a eu pas mal d'indicateurs. Alors en fait, sur l'activité, ça va mieux, mais la reprise, elle se fait attendre. En fait, c'est ce qu'on a, c'est les retours qu'on a. Il y a plus de visites immobilières, il y a plus d'intérêt, mais pas encore, en tout cas dans les chiffres, on voit pas les signatures de compromis de vente et tout ça, ça coince un peu, ça frémit, mais en fait, il n'y a pas d'ébullition. La bonne nouvelle, c'est évidemment les taux d'intérêt qui se stabilisent. On est autour de 4%, voire légèrement en dessous. En dehors des ventes contraintes, donc déménagement, divorce, séparation, décès, ça bloque un peu, ça se bouscule pas. Certains font le choix d'attendre, se disent que les taux vont continuer à baisser, donc c'est pas le moment de se précipiter. Se disent aussi que les prix ne baissent pas autant qu'ils le souhaitent, et donc on a effectivement, Marie, quelques indicateurs cette semaine. On a les baromètres des réseaux Guy Hockey, de Laforêt, des acteurs du crédit comme KFP, Empruntis et Vous Financez, qui traduisent en fait cet état de fait. Alors, côté transaction, le baromètre Guy Hockey, pour le premier trimestre, alors il parle de bonnes ondes, il parle de signes encourageants. Oui, c'est marrant, c'est un peu la méthode Coué, je vais bien. Oui, mais bon, alors il y a plus d'offres et Guy Hockey est quand même vigilant puisqu'il évoque dans son observatoire des prix qui repartent légèrement à la hausse. C'est dingue, ça. Plus 2,2% en moyenne au niveau national. Ça concerne à la fois les maisons et les appartements. Et Laforêt parle aussi de frémissement prometteur. Non mais c'est comme quoi tout est une question de vocabulaire. C'est le printemps de l'immobilier en fait, à vous entendre. Mais encore, il dit, marqué par des tensions, et lui enregistre alors Laforêt plutôt des prix à la baisse, moins 1,2% au niveau national. Donc ce qui fait qu'entre moins 2, 1, 2, en fait ça bouge pas vraiment au niveau des prix. Des délais de vente qui augmentent, on est autour de 96 jours, plus de 3 mois entre le moment où vous espérez, en tout cas quand vous mettez en vente et espérez vendre. Marge de négociation, on est à 5,5. On est en fait entre l'espoir d'une reprise et puis les freins de la réalité économique. Beaucoup de prudence dans un environnement économique qui est complètement incertain. Pas de visibilité, de l'attentisme qui perdure et puis on peut obtenir quand même des belles décotes en ce moment. Du côté des taux, c'est ce qu'on a. Les taux les plus bas négociés atteignent 3,5% sur 15 ans. 3,6 sur 20 ans et 3,9 sur 25 ans, c'est ce qu'indique Vous Financez en fait les différents acteurs de crédit. KFP nous disait 3,44% pour les meilleurs profils d'emprunteurs sur 20 ans. C'est quand même, quand on pense qu'il y en a certains, je m'amusais à faire les comptes, mais souvenez-vous, en fin d'année dernière, on se disait, oh mon Dieu, ils ont eu 4,9. Il y en a qui ont décroché des crédits à 4,9 en décembre dernier, parce qu'ils voulaient tellement ce bien immobilier-là, et les banques ne voulaient tellement pas prêter, que certains étaient prêts à accepter même le pire taux d'intérêt quand même. Oui, alors en tout cas, voilà, il y a des bons signes du côté des banques, en tout cas qui prêtent de nouveau. On voit l'apport personnel qui baisse un petit peu. On voit que les investisseurs reviennent. Les banques sont moins dures, on va dire, en ce moment. Ça redevient véritablement le crédit immobilier un produit d'appel. Et puis il y a quelque chose parallèlement, mais je pense qu'Audrey va réagir à ça, que l'on voit nous alors sur les sites internet du groupe Figaro, typiquement Figaro Immobilier et les autres, c'est en fait l'intérêt sur le DPE. Pendant longtemps, c'était extrêmement regardé. Donc on pouvait sélectionner par prix, par surface, par bien sûr situation géographique, et puis par étiquette énergétique. Et on voit, alors est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est pérenne ou pas ? Il y a, on va pas dire un désintérêt, mais il y a moins d'intérêt sur les performances énergétiques, ce que l'on voit en tout cas sur nos sites. Ouais, mais justement, c'est une bonne question, Audrey. Forcément, je vais me retourner vers vous parce que qu'est-ce qu'on a dit ces dernières années avec la nouvelle réglementation ? C'est que ça y est, les performances énergétiques, le DPE, allaient devenir finalement une clé de lecture de la valeur immobilière. Et là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de flou artistique. Et j'ai envie de dire, vous allez être notre baromètre aujourd'hui. Est-ce que véritablement ça compte ?
Et du coup, la corollaire, c'est est-ce que si ça compte vraiment, vous avez, vous, constaté qu'il y avait une espèce d'appétit pour les travaux qui étaient renforcés ou au contraire, pas du tout? Alors, oui, évidemment, ça compte. Vous savez que maintenant, le diagnostic de performance énergétique, il est opposable quand il y a une transaction. Donc, depuis 2021, on peut remettre en cause une vente si le diagnostic de performance énergétique n'est pas celui qui avait été prétendu par le vendeur. Je vous arrête parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'achète un bien immo, que je refais le DPE et que c'est pas le même que ce qu'on m'a vendu? Ça veut dire qu'on peut contester la vente devant les tribunaux. Alors évidemment, ça suppose des contentieux, mais en tout cas, ça veut dire que le DPE compte. Avant, il n'était qu'indicatif par rapport à tous les autres diagnostics. C'est plus une clé de lecture, comme disait Marie, c'est un vrai élément du patrimoine immobilier, de la valeur. Ça peut être un élément de décision et même de remise en cause de la vente. Après, c'est vrai que ce qu'on a vu depuis ces derniers mois, c'est ce flou que vous évoquiez aussi sur le diagnostic de performance énergétique pour dire finalement il n'est pas tout à fait fiable, la méthodologie on va la revoir et puis on va peut-être finalement autoriser certaines passoires énergétiques quand elles sont en dessous de 40 mètres carrés finalement à pouvoir quand même être louées. Donc en fait il y a eu énormément de communication contraire qui font, et c'est normal, que les gens se posent des questions sur la véritable intérêt de connaître son étiquette énergétique et finalement de s'intéresser à ce sujet-là. La réalité sur la demande de travaux, là aussi elle est assez, au premier trimestre finalement assez baissière, puisque j'avais évoqué quand j'étais venue la dernière fois sur ce plateau, on a une baisse des demandes depuis le début de l'année pour les gestes simples, donc on va en parler tout à l'heure avec les évolutions d'aide MaPrimeRénov' de 40% depuis le début de l'année. Wow. On voit un frémissement là parce qu'il y a eu des annonces il y a quelques semaines sur ces aides. Donc on voit un frémissement mais pas encore de reprise complète. Donc là aussi, je dirais que je serais un peu sur les mêmes terminologies. Ça commence à reprendre, mais on n'est pas quand même au niveau au quoi on s'attendait. Vous savez, c'est l'hiver, les gens font les travaux en général l'hiver. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise là au moins mi-mars. Et pour l'instant, elle se fait encore attendre. Mais ça, Olivier, au Figaro, vous avez regardé justement, on en parlait, tu en parlais il y a quelques minutes. Au niveau des acheteurs, des vendeurs, est-ce que c'est cette conscience écologique, t'as l'impression aussi qu'elle est presque en corollaire de ce dont témoigne Audrey, c'est-à-dire qu'on a à la fois une baisse de demande de travaux sur le premier trimestre et peut-être finalement un début de redésintérêt finalement de cette valeur verte. Comment on explique? On l'espère pas parce que de toute façon c'est le sens de l'histoire. Il faut y aller. C'est important aussi, évidemment. On parle de santé public aussi. Mais juste, on a fait, si tu fais allusion au sondage auprès justement des propriétaires, en fait, justement pour savoir pourquoi. Déjà, dans un premier temps, ils engageaient des travaux. En premier, c'est les économies d'énergie. En deuxième, c'est le confort. Et en troisième, c'est pour pouvoir louer. En fait, la petite musique qui a circulé, attention, passoire énergétique, vous ne pourrez pas mettre en location. Et tout ça, ça arrive en numéro 3 devant pour mieux vendre mon logement. Ça arrive avant l'aspect de la vente. 75% ont obtenu des aides qui compensent environ la moitié des frais engagés. Montant moyen engagé, on est entre 10 000 et 20 000 euros. Près de 80% sont passés par des professionnels du bâtiment, des artisans certifiés. Financement, c'est plutôt l'épargne cumulée avec des aides de l'État. Aide numéro 1, c'est MaPrimeRénov', bien sûr. Et puis, pour ceux qui vont se lancer dans les travaux cette année, ils espèrent donc avoir des aides. Et on a posé la question, est-ce que vous avez entendu parler des dernières mesures annoncées par le gouvernement ces derniers temps, justement, par rapport à la rénovation énergétique ? 74%, la réponse, elle est non. Et sur les aides locales, la réponse est non à 80%. Une grande majorité aimerait connaître en quelques minutes une estimation d'étiquette du DPE. Beaucoup trouvent que c'est trop long, qu'il y a encore trop de différences selon les certificateurs. Pas assez d'informations, pas assez de transparence. C'est ce qui revient dans l'enquête et il y a un fort besoin à la fois de conseils et d'accompagnement. Et de transparence, Olivier, c'est un peu ça, Audrey. Olivier, pardon, juste sur cette histoire de pouvoir louer qui devient le numéro 3 des points importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on a un bien immobilier, la possibilité de louer est rentrée dans les usages, même si avant on n'y pensait pas. Aujourd'hui, ça devient un critère, cette option actionnable, si je puis dire. Alors, le sondage, effectivement, l'enquête a été faite en janvier. On rappelle que il y avait interdiction, en tout cas, de louer pour les passoires thermiques, en tout cas les biens classés G, à partir du 1er janvier prochain. En fait, ça a été retardé, mais cette petite musique, effectivement, elle est arrivée dans la tête de faire attention. Il y a le côté, faut pas se faire avoir. Donc, on va engager les travaux parce qu'on ne
pourra plus louer après. Mais ça veut dire donc que cette notion de transition énergétique et des actions qu'on doit faire, elle est bien intégrée. Elle est intégrée, mais comme elle est obligée, repoussé, elle est obligée par la réglementation. Comme c'était repoussé. Oui, on pourrait repousser aussi. Il pourrait y avoir aussi petit à petit, et le risque c'est qu'il y ait un désintérêt, et on le voit dans nos entreprises, vous le voyez aussi, enfin, on a l'impression qu'en 2 ans, il y a un climato-scepticisme en fait petit à petit qui est arrivé. Il y a eu vraiment cette prise de conscience très importante partout, on le voyait, attention, l'ascenseur, faut pas le prendre, faut économiser telle et telle chose. Je vais pas dire qu'il y a un relâchement, mais le milliard en moins de l'État, sur la transition écologique, certaines choses. C'est une petite musique, ouais. Attention qu'on bascule pas dans l'autre sens. Et sur l'accompagnement, alors on connaissait le Tour de France cycliste. À vélo, il va y avoir le Tour de France Rénove. À partir dans 2 semaines, 2 tiny house qui vont comme ça. Tu dis tiny, toi? Oui, tiny, c'est mignon. Tiny, moi. Tiny house. Vont parcourir en fait les villes de France pour expliquer aux habitants, donc dans chaque ville-étape, qu'est-ce que c'est que la rénovation énergétique, les expositions, combien ça peut coûter, des aides locales. Le gouvernement se dit il faut qu'on mène ce Tour de France. Ça, c'est l'Agence nationale pour faire de l'évangélisation, en fait. Mais justement, Audrey, j'en profite, je voulais pas, mais on va le faire maintenant. Cette question d'auditeur de Jean-Louis, qui justement, c'est pour ça que je parlais de petite musique, qui dit que lui aussi, il entend cette petite musique sur le fait que les travaux, finalement, ils seraient pas aussi efficaces. Il demande carrément s'il y a un vrai impact sur nos factures, sur la planète. Et il se demande si c'est vrai, si dans ce cas-là, s'il y en a pas, est-ce qu'il a pas plus intérêt, Jean-Louis, à vendre sa passoire? Est-ce qu'on peut mesurer véritablement l'efficacité de tout ça? Alors c'est vrai que sur ce sujet de la rénovation énergétique, des économies d'énergie, c'est un enjeu très important. C'est le premier facteur de passage à l'acte, c'est de faire des économies sur sa facture d'énergie. Et donc c'est vrai que les gens ont besoin d'être rassurés pour se dire j'investis des sommes qui peuvent être parfois importantes dans des travaux. Est-ce que je vais avoir derrière la rentabilité quelque part avec ma facture d'énergie? Il faut déjà avoir en tête qu'on a des prix de l'énergie qui ont fortement augmenté. Pour l'électricité, on y reviendra, mais on a eu 45% dans l'année qui vient de s'écouler d'augmentation. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir cette réassurance. Et c'est vrai que nous, les EFI, on a mis en place un programme qui s'appelle Économie, avec 2 E à la fin, qui permet d'évaluer la réalité avant, après travaux, des économies. Ça veut dire quoi? Je vais voir ma facture avant de faire les travaux, on est d'accord, ou après? Alors, en fait, on va se connecter à votre compteur communicant, donc Linky pour l'électricité ou Gaspard pour le gaz, selon votre énergie de chauffage, et on va vérifier, on va pouvoir remonter 3 ans avant les travaux, et donc pouvoir voir finalement avant et après les travaux l'impact de ces travaux sur votre consommation d'énergie qui sera répercutée à travers votre compteur là, et donc dans votre facture. Mais là, vous venez de lancer le produit, donc j'ai envie de dire, est-ce que vous avez assez de recul pour dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, oui, globalement, vous allez faire des économies, ou la réalité, et nous on le constate avec des enquêtes auprès de nos clients, il y a effectivement des économies d'énergie qui peuvent être très conséquentes, mais c'est sûr que vous savez très bien que quand vous faites des travaux, il peut y avoir parfois des comportements post-travaux où les gens vont remonter un peu leur chauffage, donc ce qu'on appelle l'effet rebond. D'accord, donc je voulais l'aborder en deuxième partie, mais effectivement, c'est le sujet. C'est-à-dire que, je rebondis sur ce que vous dites, Audrey. En gros, aujourd'hui, je peux tout faire, tous les changements qu'on m'a préconisé, tous les travaux qui vont me coûter des dizaines de milliers d'euros. Si derrière, je relâche la pression et j'ai un mauvais usage, je vais peu gagner. C'est ça votre discours aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut absolument, c'est quand vous faites des travaux, que vous puissiez derrière, et c'est généralement, vous repeignez un mur, vous avez tendance à vouloir le décorer de manière beaucoup plus, finalement, vous avez cette envie de le décorer de nouveau parce qu'il est repeint. Et ben c'est un peu la même chose. Vous faites des travaux de rénovation énergétique, du coup vous avez quelque part un déclic pour vous dire c'est le moment de faire des économies d'énergie. Donc dans votre comportement également, vous pouvez avoir un usage plus sobre. Vous allez piloter votre chauffage, donc éventuellement mettre des thermostats pour pouvoir finalement réduire votre consommation d'énergie quand vous n'êtes pas chez vous. Donc vous allez faire des travaux et derrière dans votre comportement avoir un agissement plus sobre. C'est vrai que les travaux c'est déjà un premier pas et vous allez faire des économies. Nous, je vous donne un exemple, quand on fait un remplacement d'une chaudière fuel par une pompe à chaleur, on peut avoir jusqu'à 50-60% d'économies sur sa facture d'énergie. Donc, c'est des gains qui sont considérables. Exactement. Ça peut compenser, ça peut aller même plus loin que simplement compenser la hausse. Et du coup, derrière, vous pouvez aussi avoir des usages. Donc, évidemment, piloter votre chauffage, éteindre vos appareils en veille. Enfin, tous les comportements qui peuvent finalement maximiser des travaux de rénovation énergétique. Qui nous rendent plus vertueux, finalement. Olivier, le mot de la fin là-dessus, puis après on partira en pub et on a plein d'autres choses à se dire après. Oui, moi j'ai envie d'interpeller un petit peu justement Audrey pour savoir, en fait, on était à fond sur la rénovation globale en disant de
de toute façon, ça n'a d'intérêt que quand on parle de rénovation globale. Et on revient maintenant à la rénovation, on va dire simple, avec les monogestes. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants? En fait, c'est important de ne pas opposer les deux démarches, parce que c'est des démarches qui ne sont pas du tout dans les mêmes temporalités pour les gens et qui ne sont pas dans la même intention. Vous allez faire une transaction, vous allez mettre en location un bien. C'est sûr que là, vous allez être plutôt dans une réflexion de faire des travaux. De manière générale, vous allez faire des travaux sur votre bien, et donc la rénovation énergétique globale doit être embarquée dans ces travaux. Par contre, vous êtes dans une logique d'entretien de votre maison. Changer votre chaudière lorsqu'elle est trop vieille ou qu'elle est cassée ou que vraiment vous avez des factures trop importantes. Isoler votre maison pour des questions de confort, ou même quand vous faites des ravalements de façade et que vous embarquez la rénovation énergétique. Donc vous n'allez pas être dans les mêmes démarches. Donc, moi, je n'opposerai pas. C'est vraiment deux actions différentes. C'est pas pour l'opposer, c'est ce qu'on entendait en disant. Pour être à la hauteur des enjeux de la transition écologique, il faut la rénovation globale. Ça ne sert à rien, le reste, c'est de... Bon, alors je comprends, vous, en tant que professionnel, puis c'est normal. Et nous, on préconise les deux, mais on préconise les deux en fonction de l'intention du client et en fonction de ses moyens, en fonction de son enveloppe budgétaire. Et si vous faites des travaux par geste, mais vous les faites dans le bon ordre, donc d'abord, évidemment, l'isolation et ensuite les travaux de chauffage, vous êtes déjà dans une démarche où vous pouvez aller tout à fait vers la performante et vers l'évolution de classe énergétique. Je rappelle ce que disait Nicolas Moulin de Prime Énergie, qui nous disait récemment, Lorraine, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est comme pour un régime, en fait. Le mieux, c'est évidemment de manger moins et de faire du sport, mais si déjà tu peux faire l'un des deux, c'est pas mal. Sinon, pour éviter les travaux, on peut acheter du neuf. C'est ce dont on parlera en deuxième partie, cher Audrey, cher Olivier, cher Marie. On marque une rapide pub et après, on revient pour continuer à débattre de tous ces sujets. Tout pour investir sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM